La pierre papier a été le sujet de l'année 2023. Il faut dire qu'en 2022, elle avait été marquée par une collecte historique par l'ensemble des produits avec plus de 16 milliards d'euros. Assurément, 2023 n'a pas été de la même veine. Alors, durant cette année 2023, on a consacré plusieurs clubs experts immobiliers. On avait déjà fait une émission spéciale pour parler de la pierre papier. Nouvelle édition spéciale aujourd'hui. Notre nouvel invité a fait toute sa carrière dans l'immobilier. Il est entré au sein du groupe Primonial il y a de cela 10 ans comme directeur général délégué. Il est aujourd'hui aussi président de Primonial REM, la structure pan-européenne de Primonial qui est présente notamment en France, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg. Laurent Fléché, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pendant environ un quart d'heure pour essayer de faire un point sur ce qui se passe. J'espère que vous avez le pied marin. Ma première question va faire référence à l'échelle de Beaufort. Donc c'est ce qui mesure le niveau des vents lorsque l'on est en mer. C'est une échelle où il y a 13 niveaux. Je fais ça comme si j'étais expert, mais j'ai fait ma petite recherche. Donc ça va de 0 à 12. Je vous donne les chiffres supérieurs. 8, c'est coup de vent. 9, c'est fort coup de vent. 10, c'est tempête. 11, c'est violente tempête. Et 12, le max, c'est ouragan. Sur l'échelle de Beaufort, quelle est la situation actuelle du marché immobilier tertiaire ? Alors, comme vous, Jean-François, je ne suis pas un grand marin, mais très clairement, quand on regarde ce qu'on a vécu, et je serais tenté de dire c'est juin 2022, c'est au-delà de l'échelle de Beaufort, c'est un tsunami. Cette remontée des taux qui est remontée, des taux zéro qu'on a connus pendant très longtemps, remonté à plus de 4, ça a été très très fort. 2023, ce qu'on est à 10, 11, j'en sais rien. On était vraiment sur une mer très agitée, très compliquée. Elle va continuer d'être complexe en début 2024. Et je suis convaincu que fin 2024, on va avoir plus de visibilité et la mer va revenir peut-être à un coup de vent modéré, peut-être le 7, on va être en dessous. On va retrouver de la visibilité, retrouver de la certitude et donc retrouver des transactions et donc retrouver de la compréhension du marché immobilier. Ok, vous nous dites qu'on dépassait l'échelle avec la remontée des taux. C'est quoi comme phénomène ? C'est une crise immobilière ou c'est une crise quelque part liée à la finance ? C'est une crise de taux. Et j'ai la chance, avec quelques cheveux blancs aujourd'hui, d'avoir connu la première crise de 92 et toutes celles qui se sont suivies jusqu'à aujourd'hui. Et quand on regarde, et beaucoup comparent la crise actuelle avec la crise de 92, c'est absolument pas le cas. En 92, on avait une crise immobilière avec un marché immobilier qui était factice, d'une certaine façon, avec plus de 50% des transactions qui étaient réalisées par des marchands de biens et qui se revendaient entre eux des immeubles, faisant monter artificiellement les prix. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est une crise de taux. C'est-à-dire qu'on a vécu pendant 10 ans dans un environnement anormal où les taux étaient à 0, voire négatifs, et du jour au lendemain, ils remontent à plus de 4. Donc on voit bien, en termes de valorisation, ce que ça veut dire sur les valeurs de l'immobilier. Quand les taux vont revenir à un niveau que l'on va comprendre, et comprendre dans la durée, on va retrouver de la lisibilité pour le marché immobilier et de vraies perspectives. Et ça, c'est 2024. Je voudrais qu'on regarde un peu dans le détail, puis si on fait les différences avec 90. La différence avec 90, c'est le poids de la dette et le poids de l'immobilier dans les actifs, des institutionnels notamment. En 90, il y en avait peu et il n'y avait pas spécialement beaucoup de dettes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dettes dans le marché. Il y a beaucoup de poids des actifs immobiliers. Ça pèse aussi dans la crise actuelle ? Honnêtement, la crise de 90, on a parlé de financiarisation avec l'arrivée de ce qu'on appelait les fonds vautours américains. Ces fonds Goldman Sachs et autres, et pour avoir travaillé pour l'un d'entre eux, je suis plutôt bien placé pour le dire, qui ont amené des business plans, donc des cash flows immobiliers qui n'existaient pas avant, qui ont amené de la data, donc de la compréhension et de la connaissance du marché. Donc, c'est également une raison pour laquelle la crise de 90 et la crise actuelle ne sont absolument pas comparables. Et aujourd'hui, on a de la transparence, on a des experts immobiliers qui ont une bonne vision sur les évolutions de marché et les valeurs. Et donc, on a les éléments pour mieux comprendre, ce qui n'était pas le cas en 90-92. Donc aujourd'hui, on a toute la data pour le comprendre, et notamment sur le poids des institutionnels dans l'immobilier. Quand on regarde les assureurs vie, il n'y a malheureusement pas beaucoup de chiffres, mais les assureurs vie, ils ont un poids en moyenne, on peut dire, de 6% de leur allocation sur l'immobilier. Certains sont plutôt à 3, d'autres sont plutôt à 10, mais en moyenne plutôt à 6. Et ça a été le cas, et c'est plutôt le niveau d'allocation qu'ils souhaitent maintenir. Donc je ne pense pas qu'il y ait un sujet de ce côté-là.
Vous nous dites, on a été dans une grande crise, on a un impact des taux d'intérêt, ça va encore se poursuivre durant le début de l'année 2024 et après on devrait retrouver quelque chose qui est un peu plus serein. Je voudrais vous interroger sur la liquidité. On sent bien qu'il y a eu un sujet de valorisation sur 2023, que le sujet de 2024, ça sera la liquidité, qui fera que le marché se débloquera parce qu'il y aura de nouveaux acheteurs qui arriveront. Pour vous qui avez une vision internationale de l'immobilier, qui seront les nouveaux acheteurs qui pourront débloquer le marché européen? Alors, il y a deux choses. Il y a la clientèle retail, des particuliers, et il y a la clientèle des institutionnels. Sur les institutionnels, et après je reviendrai sur la clientèle des particuliers, des investisseurs privés en France, sur les institutionnels, quand on regarde par pays, très clairement, le marché américain a été encore plus fortement secoué, et notamment sur le bureau, que le marché européen. Et donc l'ensemble des investisseurs aujourd'hui ne réinvestiront pas dans l'immédiat sur le marché américain. Le marché asiatique résiste beaucoup mieux. Alors il est plus compliqué parce que plus hétéroclite en fonction des différents pays, mais les Asiatiques sont plus confiants et voient la vieille Europe comme étant un pays qui est relativement stable, sur lequel il y a moins de volatilité, moins de cycles, mais du coup, regarde avec attention l'Europe. Et donc, des investisseurs asiatiques vont venir, je pense, et vont refaire une part de la liquidité. Pas uniquement eux, puis on aura des fonds américains, plus value-add, qui eux sont toujours prêts à l'affût, parce qu'ils ont cette habitude-là de pouvoir réagir sur du value-add. Sur ces sujets de liquidité, sur ces sujets de collecte, les asset managers sont critiqués pour avoir beaucoup collecté auprès des clients à une époque où les prix étaient chers, alors que certains disent qu'ils contrôlent leur collecte. C'est quoi le vrai boulot d'un asset manager immobilier? Alors, un asset manager immobilier, il gère l'argent pour compte de tiers. Donc, il reçoit de l'argent qu'il doit investir à bon escient et gérer dans la durée pour s'assurer d'une performance long terme sur la partie immobilière. C'est toujours facile de refaire l'histoire et de se dire on a trop collecté à un moment donné. Je rappelle juste qu'au cours des 10 dernières années, l'ensemble des investisseurs institutionnels compris étaient contents de venir chercher de la performance dans un marché où les taux étaient à 0 et l'immobilier permettait d'avoir du rendement à 4, 4,5. Donc c'est facile aujourd'hui de dire quand les taux sont à 4, ah oui, mais on a fait beaucoup trop de collecte. Je pense que certains distributeurs ont peut-être placé des produits immobiliers comme placement de trésorerie, mais ce sont des exceptions. Aujourd'hui, nos investisseurs viennent investir dans nos fonds immobiliers pour avoir une rémunération du risque supérieure à ce que moi j'appelle les produits sans risque, l'OAT 10 ans, par exemple. J'ai regardé, elle a fortement baissé, grande volatilité également sur l'OAT 10 ans. Aujourd'hui, elle est à 2,80, je crois. Quand ils viennent investir chez nous, ils nous demandent de rapporter plus que l'OAT 10 ans. Et ça, ils vont adapter, et nous, on va les conseiller sur la prime de risque qu'il faut rajouter à un OAT à 2,80. On va leur dire que sur du bureau, c'est 150, 200 points de base de prime de risque. Si je vous ai bien entendu, vous m'avez dit donc début 2024 va continuer à être agité et puis le temps va s'améliorer. Le temps s'améliore. L'explication de votre perception des choses, c'est la meilleure visibilité sur la politique des banques centrales? Aujourd'hui, là, on est dans le pire momentum. C'est l'incertitude. Aujourd'hui, on voit bien, on ne sait pas. Et on écoute des économistes qui sont beaucoup plus sachants que moi en tous les cas. Et certains vous disent blanc, d'autres vous disent noir. Est-ce que l'inflation va rester élevée? Je pense qu'elle va rester au-delà des 2%, qui est la cible recherchée par les banques centrales. Et l'immobilier est une des rares classes d'actifs qui va protéger contre l'inflation. On pourra y revenir. Donc on est dans un moment d'incertitude sur à quel niveau les taux des banques centrales vont se stabiliser. Et tant qu'on ne sait pas, on ne fait rien. Donc le marché immobilier, aujourd'hui, il est gelé. Il y a quasiment pas de transactions. Pourquoi? À quel prix on va vendre? On ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas là où on va atterrir. Donc les vendeurs ne sont pas prêts aujourd'hui à faire des baisses très significatives. Et les acquéreurs ne veulent prendre aucun risque. Donc ils font des offres à des prix très bas. Donc on est dans le pire moment. On voit bien déjà, avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, qu'on va vers une normalisation des taux et vers une inflation qui est, en tous les cas, beaucoup plus maîtrisée qu'elle ne l'était en début d'année. Donc on peut se dire que courant 2024, et pour moi c'est plutôt au cours du deuxième semestre 2024, on aura une visibilité beaucoup plus forte sur l'évolution des taux directeurs des banques centrales. Et à ce moment-là, la confiance revient sur le marché immobilier. Ok, vous nous dites donc qu'il faut
à nouveau croire à l'immobilier. Vous nous avez expliqué l'argument de l'inflation et de l'indexation sur l'inflation. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on rentre dans le détail un peu d'un certain nombre de classes d'actifs en regardant les spécificités. On ne va pas toutes les faire parce qu'on n'a pas le temps, mais en regardant les spécificités de votre maison. La santé. Alors, et moi je suis assez convaincu que dans les différentes classes d'actifs immobilières, il y a deux catégories de classes d'actifs. Il y a l'immobilier qui est lié à l'économie, et dedans je mets le bureau, le commerce essentiellement, et il y a l'immobilier qui est lié aux besoins de démographie, et dedans je mets la santé et le résidentiel. Si, comme vous me posez la question sur la santé, on va commencer par l'immobilier lié à la démographie, c'est flagrant, les besoins en immobilier liés à la démographie sont énormes. Ce qui se passe sur le résidentiel, on va y venir après, c'est catastrophique aujourd'hui, avec l'arrêt de tous les programmes lancés par les promoteurs aujourd'hui. Donc on manquait de logements, on va creuser pour les 10 prochaines années ce manque de logements de façon cruciale. En santé, et je pourrais revenir sur les problématiques d'Orpea et de certains opérateurs qui ne sont pas des problématiques opérationnelles, mais plutôt des problématiques de bilan. En santé, on manque de lits en EHPAD et on manque de cliniques privées pour venir épauler l'hôpital public. Et donc notre conviction, c'est que sur cette classe d'actifs, les besoins sont tels que les rendements vont continuer à être là et il y a une vraie volonté et une vraie dynamique à avoir de l'épargne publique, venir financer ces actifs-là. Alors si on reste justement sur ces éléments démographiques et que je suis là pour vous challenger, vous me dites qu'il y a une indexation par rapport à l'inflation. Qu'est-ce que vous me répondez si je vous dis que les pouvoirs publics, dans les discours que j'entends, si je regarde par exemple la santé, on nous expliquait que c'est un secteur où les marges étaient beaucoup trop importantes, donc il fallait réduire les marges et a priori, si on réduit les marges, on se retournera très vite vers les propriétaires pour leur dire qu'on ne peut pas leur payer des loyers aussi importants. Du côté habitation, on a vu en France qu'on avait plafonné les loyers. Est-ce que c'est pas une limite justement dans cet environnement inflationniste ? Quand vous regardez un petit peu de façon globale et de façon européenne, et pas uniquement en France, les problématiques liées aux opérateurs. Et il faut distinguer les opérateurs en maison de retraite, EHPAD, et les opérateurs en clinique. Sur les maisons de retraite, aujourd'hui, ils ont vécu la crise Covid. Les taux d'occupation étaient descendus à peu près 80%, voire moins pour certains. Aujourd'hui, ils sont remontés aux alentours de 90%. Un taux d'occupation normal devrait être plutôt aux alentours de 95%. Les chiffres d'affaires de ces exploitants ont augmenté de façon assez significative entre la sortie de la crise Covid et aujourd'hui. Et les marges sont restées à peu près stables, voire ont augmenté légèrement. Donc on n'est pas sur une problématique opérationnelle. Les difficultés rencontrées par les opérateurs sont liées à leur bilan et parfois à la dette qui a été mise sur leur bilan. Quand la dette coûtait peu cher, et on revient sur ce qu'on disait en début d'interview, c'est clairement quand la dette coûtait pas cher, c'était pas un sujet. Quand elle remonte de façon exponentielle, ça devient un sujet, c'est un problème de bilan, et c'est ce que rencontrent aujourd'hui les exploitants. Après, il faut pas se voiler la face. La santé, c'est un problème qui est un problème de bien commun au niveau national, et ça va coûter cher, et à la fois pour l'hôpital public, à la fois pour les hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, on va devoir, nous tous, en tant que citoyens, financer de façon plus importante la santé et la partie soins. La partie soins, y compris dans un EHPAD, n'est pas à la charge de l'exploitant, de l'opérateur. Elle est remboursée par l'État. Et là, il y aura un geste significatif. Depuis combien de temps nos politiques parlent de financer la dépendance? Depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a une réponse? Toujours pas. On va devoir apporter une réponse à cette problématique de dépendance. Donc la réponse, elle viendra aussi de cette partie-là. On parle maintenant du deuxième volet immobilier, celui que vous avez qualifié d'immobilier lié à l'économie, notamment les bureaux. On entend dire beaucoup de choses avec le télétravail, avec la possible récession économique. Vous voyez les choses comment? C'est comme tout, il y a toujours un effet balancier. On est allé très loin avec le Covid, où on était en 100% télétravail. On va revenir à quelque chose de plus modéré, et certainement plus vite en Europe qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le taux de télétravail, ça dépend de la taille des logements et de la durée des transports. En région parisienne, c'est là où on a quand même le stock de bureaux le plus important, la taille des logements est très réduite. Moi, j'ai connu des collaborateurs qui étaient à 2 dans un logement, il y en a un qui travaillait dans la cuisine, l'autre dans la salle de bain. C'est pas tenable. Et quand en plus vous avez des transports en commun qui fonctionnent quand même plutôt bien, avec des délais qui sont
allez, jusqu'à 1 heure, c'est raisonnable. On veut revenir au bureau. Donc, il y aura un retour au bureau qui va se faire progressivement, qui va prendre un peu de temps. Donc, je pense que la classe d'actifs bureau, elle va mettre un petit peu plus longtemps, et je pense une période de 5 ans, avant de revenir à quelque chose de plus normatif en termes de fonctionnement. OK. Les prix de l'immobilier, dans tout l'environnement de baisse des taux, ont été portés par le phénomène de valorisation et d'expertise. Et lorsqu'on investissait dans la pierre papier, on avait non seulement du revenu, mais on avait même des augmentations de prix de part. Et puis même parfois, on avait de la plus-value qui était distribuée dans le revenu. Est-ce que l'immobilier va, après la crise actuelle, revenir sur une situation plus normale de simple placement de revenus? Ce qu'on a connu est quand même très atypique au cours des 10 dernières années. C'est-à-dire que chaque année, même sans rien faire, avec la baisse des taux, on gagnait de l'argent et l'immobilier s'appréciait. On revient dans un monde normal où on va avoir du revenu. Ce revenu, il est important et c'est pour ça que c'est important de maintenir une allocation immobilière parce que ce revenu va être indexé et va permettre d'avoir une protection contre l'inflation. Et après, et c'est là où moi je suis assez content, c'est la différence et le travail de l'asset manager qui, dans la durée, va créer de la valeur. Et il y aura des bons et il y aura des moins bons. Et on verra la performance des bons et des moins bons. Mais clairement, l'immobilier va continuer à être générateur de revenus récurrents, indexés. Par contre, sur la plus-value, c'est vraiment la création de valeur qu'on va être capable de faire et elle sera plus modérée que celle qu'on a pu connaître au cours des 10 dernières années. Et est-ce que ça vous donne du coup l'envie de faire de la création de valeur avec du value-add, c'est-à-dire en faisant de la restructuration de bureaux en logement, de bureaux mal notés en termes de ESG en bureaux bien notés en termes de ESG? Alors, même chose pour une clientèle de particulier, il faut dire les choses et le monde est assez simple. Quand on fait du value-add, on fait des travaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de locataire, donc il n'y a pas de revenus. Donc c'est des produits qui sont très différents. Il y a des clients plutôt ce qu'on appelle le wealth management, qui ont des niveaux de fortune plus importants, qui veulent du rendement, mais qui ont moins besoin de revenus réguliers. Et eux peuvent se porter sur du value add, et ils vont attendre, ils vont chercher un taux de retour sur leur investissement, un TRI, qui sera plus élevé, parce que le risque est plus élevé. Vous avez un risque de travaux, vous avez un risque de timing. Est-ce qu'on va obtenir les permis dans le bon timing tel qu'on l'avait prévu? Est-ce qu'on va trouver un locataire in fine? Donc on va chercher des TRI à plus de 10%, plus de 15%. Et ça, c'est un type de clientèle et qui va rester, pas marginal, mais plus limité. Et il y a le gros de l'épargne publique qui a besoin d'avoir des revenus réguliers, de construire sa retraite et avoir des compléments en vue de sa retraite de revenus qui sont distribués trimestriellement. Et la SCPI est un des rares produits qui a cette capacité à distribuer tous les trimestres un revenu et un revenu régulier. Et ça, l'immobilier, avec l'indexation des loyers, est une des rares classes d'actifs à permettre de le faire. Allez, discretos, je viens de parler de passer du marché immobilier au corporate. Alors, je vais continuer quand même 2 secondes. Comment va Primonial REM? Primonial REM, bien évidemment, subit ce tsunami en termes de taux. On a un encours, on gère 42 milliards, donc on a une base qui est très solide. On a des équipes qui sont très fortes, et je veux vraiment le souligner aujourd'hui. Primonial REM, c'est 450 collaborateurs, c'est des équipes présentes sur toute la chaîne du métier, du property management à l'asset management, à l'investissement et au fund management, et c'est uniquement en maîtrisant toute cette chaîne qu'on est capable, aujourd'hui et encore plus demain, de créer de la valeur pour nos clients. On a des équipes très fortes en Allemagne, on vient de se renforcer en Italie, parce qu'on vient d'annoncer l'acquisition d'une société de gestion régulée en Italie, et on est vraiment confiant sur le marché européen, la France bien évidemment, l'Allemagne et l'Italie, qui sont nos 3 premiers marchés d'investissement et d'asset management. Comment réagissent vos actionnaires au tsunami? Clairement, ils attendent que la mer soit plus calme, comme nous, et ils ont raison. Et donc, on a du temps, il n'y a aucune précipitation, et très clairement, rien ne se passera dans l'immédiat sur un changement de contrôle du groupe au niveau de Primonial REM, parce que c'est pas le bon moment. Et donc, on a la confiance de nos actionnaires pour continuer à nous développer, à gérer ce moment complexe, post-tsunami, à le gérer bien, et je suis convaincu que nous serons plus forts demain qu'au moment où le tsunami est rentré. On sera en capacité de délivrer pour nos clients du rendement régulier dans la durée. Une dernière petite question. Il y a eu beaucoup de sociétés de gestion qui se sont créées parce que le marché était excessivement porteur. Est-ce qu'il y aura une recomposition du marché post-crise?
quand on voit l'évolution de la réglementation, quand on voit, et c'est une bonne chose, je ne le critique absolument pas, bien au contraire, quand on voit ce qui est en train de se passer au niveau de l'ESG et de la partie E, mais aussi bien S et G de la gouvernance, ce marché va se consolider, continuer à se consolider. Il ne peut pas en être autrement, et on le voit déjà. Je reviens sur l'acquisition faite en Italie, on a une société de gestion qui se développait, mais elle a un développement relativement limité, s'adosser à un groupe fort comme le groupe Primonial qui est présent dans différents pays, qui est capable de créer des synergies, c'est le sens de l'histoire. Donc oui, on va aller sur une consolidation et elle va continuer dans les années qui viennent. Donc j'ai bien noté, on a commencé à partir du moment où les taux ont augmenté, on était en dehors de l'échelle de Beaufort. On est rentré dans les hauts niveaux de l'échelle de Beaufort, c'est la situation actuelle et c'est la situation du premier trimestre. Et vous espérez qu'on revienne dans des niveaux plus raisonnables, genre 7 sur une échelle de Beaufort d'ici la fin de l'année prochaine. Je suis convaincu. Laurent Fléché, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous également, puisque là, a priori, c'est vraiment la dernière de la saison. On sera ravis de vous retrouver avec toute l'équipe des Plus Encore. Ça sera normalement de mémoire le 9 janvier pour la première de la saison 2024. Et naturellement, durant cette saison 2024, on suivra ce qui se passe du côté du marché immobilier. Bonne fête à vous. Ciao, à l'année prochaine.